Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne que m'y retrouve à Zotatea là pour parler un peu de l'actualité, ce qui se passe ici à La Réunion, mais aussi dans le monde entier, dans la zone océan Indien, tout ça, parler de ce que est intéressant, ce qu'on va trouver intéressant. Et puis c'est par rapport aussi à votre bonne commentaire que vous envoyé à nous là, que nous fait l'actualité Pouzotte. Mais tiens, remercier aussi toutes les personnes que les caler devant votre poste de télévision, ou sinon ça, c'est de les caler directement sur le réseau social Facebook et YouTube. Par la zote de la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing Clément avec du Covid-19. Alors donc c'est un c'est un président qui était en place entre 1974 et 1981. Et il est venu ici à La Réunion. La dernière fois, on m'a dit en DC10, mais avant, il y avait beaucoup de DC10, mais il rectifie. Il est bienvenu en Concorde. Et rappel à Zot à cette époque, là, mais une polémique aussi là-dessus, parce que il savait pas si le Concorde il pouvait atterrir là-bas du côté de l'aéroport de Gilo. Donc bien arrivé en Concorde ici. Alors nous va parler un instant, c'est Roselyne Bachelot, camarade qui va causer, va présenter un petit peu, va faire des éloges dessus lui. Mais Giscard d'Estaing n'a pas fait, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas fait que de belles choses, comme tous les hommes politiques. Elle a eu quand même des mensonges, pas mal de mauvaises choses que lui a fait dans son entourage. Mais il a voté, il était pas aussi que la loi contre l'avortement, tout ça là, il a fait voter ça. Pas mal de choses aussi, il a fait de belles choses, mais il a fait aussi des bêtises aussi. Alors donc lui il est mort avec le Covid-19 dans son propriété de Thon là-bas dans le Loir-et-Cher à l'âge de 94 ans. Il a bien vécu ce bouglin. Il est venu à La Réunion comme on l'a dit officiellement en 1976. Était aussi le deuxième fois qu'un président de la République il vient ici à La Réunion. Elle avait eu avant le général de Gaulle en 1959. Alors dans ce contexte, on va parler un petit peu plus. On va écouter Roselyne Bachelot qui fait un petit peu les éloges de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Pour avis, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, tout d'abord, je veux m'associer à l'émotion qui a envahi votre haute assemblée à l'annonce du décès du président Valéry Giscard d'Estaing et saluer avec vous sa mémoire. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel et c'est la fin de la tutelle sur la télévision publique et donc de l'ORTF, ce qui dans ce débat n'est pas sans signification. C'est en fait l'auteur de nombreuses réformes novatrices et qui marquent encore aujourd'hui la société française. Un hommage sera rendu et ce sera justice. Voilà, nous va revenir un petit peu, s'entendre moins causer un petit peu derrière, donc Harry a oublié le micro ouvert. Donc si tu veux, c'est la vie des fois. Alors nous revient sur Roselyne, sur le président de la République, l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. C'est un boug avec François Mitterrand à une époque, il voulait aussi débarrasser Azote des Comores. Donc je voulais débarrasser Azote un petit peu des Comores, de Mayotte, et voulait redonner aux Comores l'île au parfum. Et Maoré là-bas, il était pas trop d'accord. Elle a résisté jusqu'à aujourd'hui, mais c'était le même cas avec le président de la République, François Mitterrand à cette époque-là. Alors, nous va parler du département avec un budget en hausse sera présenté là bientôt dans 15 jours, un budget orienté vers le social et aussi l'économie sociale et l'économie solidaire. Tout ça, on a un tas qu'on nous a fait en dedans. Le conseil départemental l'a réuni mercredi 2 décembre pour causer justement sur ces orientations budgétaires que les à venir. Là, on va parler de la relance économique, un tas d'affaires prévues au cœur de ce débat-là et sera présenté dans 15 jours au département là-bas.
nous va parler du vaccin du Covid-19, alors que les premiers qui devaient être vaccinés, c'était les soignants et les médecins, les infirmiers, tout ça là. Et aujourd'hui, il dit non, mais si tu veux pas être des cobayes pour être vacciné et passer, ça tu passes de tour à d'autres personnes. Hein, donc là-bas, du côté des États-Unis, surtout, aller contre le vaccin, les infirmières, les affaires la partie un peu trop vite. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui il veut jouer à l'apprenti sorcier, comme nous voit dans le journal, à force de laisser la parole à certaines personnes, de dire les pas bons, de donner notre propre opinion sur ce vaccin-là. Et aujourd'hui, personne ne veut plus trop mettre le vaccin parce que on a un peu dit le vaccin a été fait un peu trop rapidement. Donc on a du complotiste derrière, pas mal de choses qui fait que maintenant que le vaccin est quasiment là, peu de monde il veut plus mettre toute la classe des médecins, des infirmiers, des particuliers, tout ça là. Vous allez dire, moi on a des personnes a toujours été contre, mais maintenant les inquiétants les histoires d'après le gouvernement, parce que tout le monde il veut être expert. Il dit vous êtes des experts, tu connais tout. On a aussi les anti-vax, maintenant ils appellent ça, et parfois même les pro-vaccins, donc au détriment de la science qui essaye d'éradiquer la pandémie, d'après ce que Manaï dit. C'est une affaire qui n'a pas fini faire couler de l'encre dans le monde entier, puisque Manaï dit le vaccin a été mis en place un peu trop vite, ce qui fait que maintenant les gens ils fait un peu comme Erage l'a dit, l'a fait dessus, et la personne ne veut plus trop vacciner. Mais en tous les cas, le gouvernement va trouver un parade avec son article spécial que maintenant il vote à chaque fois que personne ne veut pas mettre. Donc nous va arriver dans un système de dictature tout à l'heure. Mais justement par rapport au vaccin, tout ça là, mais on mène à autres visiter le IHU du professeur Raoult, qui explique un petit peu son centre de virologie. L'intéressant, m'a semblé intéressant de présenter à ça. Regarde un petit peu comment il travaille de son laboratoire là, parce que souvent on entend lui causer, et la plupart du temps on a un peu dit il est bon, un peu pas bon, voyez là. Donc nous, ça va visiter le laboratoire où ça, il est dans là-bas, et c'est tout de suite, nous voyons ça. La médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. On peut tout y faire, depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique, en protéines, en culture, qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'1 million de prélèvements par an. L'IHU produit plus de 700 publications internationales par an, une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en France. Le bâtiment a été conçu pour assurer un haut niveau de sécurité. Les portes sont équipées de serrures à carte, les locaux sont sous vidéosurveillance permanente, 2 agents de sécurité sont présents 24 heures sur 24 sur site, et ce personnel de sécurité est en contact direct avec les services de police par un boîtier Ramsès. La sécurité des agents et visiteurs est également optimisée. Les zones marquées de poissons de couleur rouge au sol ne sont accessibles qu'aux personnes vêtues d'une blouse, alors que les zones marquées de poissons de couleur verte sont accessibles sans équipement spécifique. De plus, l'IHU détenant une collection unique d'échantillons biologiques, les congélateurs dans lesquels ils sont conservés sont également sécurisés par serrure à carte dans une biobanque. Avec l'ensemble des techniques de sérologie, de biologie moléculaire et de culture, ainsi que les caractérisations par Malditoff, de diagnostiquer l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons microscopiques et des parasites qui sont responsables d'infections chez l'homme, ainsi que l'ensemble des micro-organismes qui participent à nos microbiotes. Ce laboratoire diagnostique est en parfaite continuité avec les plateformes de recherche, la plateforme de séquençage, la plateforme protéomique, la plateforme de microscopie et la plateforme de culturomics, qui est la spécificité de notre IHU. Plus de 400 nouvelles espèces ont été décrites dans ce laboratoire qui dispose de la plus grosse collection mondiale de souches. Dans notre insectarium, nous avons la possibilité d'élever un grand nombre d'arthropodes. Les moustiques, les poux, les puces, les tiques, mais aussi les punaises.
Ces élevages nous permettent d'établir des modèles expérimentaux et de mettre au point de nouveaux outils, non seulement pour identifier ces arthropodes, mais également pour détecter s'ils sont porteurs d'agents infectieux. Ici, nous sommes au niveau du laboratoire NSB3 de l'IHU. Donc c'est un laboratoire qui fait environ 1600 mètres carrés. La sécurité, c'est d'éviter que tout pathogène qui soit à l'intérieur puisse sortir à l'extérieur. Pour ça, on a des systèmes de dépression, donc on est capable de surveiller la dépression à l'intérieur de ce laboratoire. Un deuxième aspect important, c'est la sûreté. Il faut savoir que dans ce laboratoire, on va manipuler des micro-organismes potentiellement très dangereux, par exemple le bacille de la peste, et on pénètre dans les zones en fonction de ces autorisations. L'IHU possède 75 lits de maladies contagieuses, avec des couloirs de circulation évitant de mettre en présence les malades et les visiteurs. Lutter contre les infections nosocomiales est une des priorités de l'IHU Méditerranée Infection. Chaque année en France, 800 000 patients sont infectés dans les hôpitaux et 10 000 en meurent. Le manque d'hygiène des mains des professionnels de santé et la mauvaise utilisation des cathéters sont en grande partie responsables de cette épidémie des temps modernes. Pour lutter contre ce fléau, nous avons mis en place des outils de mesure de la désinfection des mains comme Mediantrace, qui sont développés maintenant par une start-up de l'IHU. Nous avons une unité de 25 litres d'isolement de très haut niveau de sécurité que nous pouvons graduellement activer pour traiter des maladies hautement contagieuses comme Ebola. L'unité est équipée d'échographies permettant de faire de l'imagerie au lit du patient. Nous prenons en charge les enfants et les adultes, y compris ceux qui ont besoin de réanimation, avec nos collègues pédiatres et réanimateurs. Un mini-laboratoire de niveau de sécurité 3, ultra équipé d'instruments les plus modernes, est intégré dans cette unité. En cas de nécessité, nous avons la possibilité d'utiliser des sarcophages pour pouvoir transporter ces patients hautement contagieux. Dans cet environnement entièrement confiné sans risque de propagation, nous pouvons faire des diagnostics, des soins, voire même des autopsies, ce qui est unique en France. Marseille est une ville de voyageurs. C'est la porte vers le sud et l'Orient. Nous sommes spécialisés dans les maladies des grands pèlerinages, à la Mecque ou à Touba au Sénégal. Nous sommes spécialisés dans les maladies des migrants et des sans domicile fixe depuis plus de 20 ans. L'IHU est le leader européen de la surveillance des maladies du voyageur. Les médecins de l'IHU suivent plus de 2100 patients infectés par le VIH et le plateau technique unique en France permet de rendre un résultat de charge virale et de numération des lymphocytes CD4 dans les 2 heures. En cas de doute, un dépistage rapide peut être réalisé en moins de 30 minutes, confirmé en 2 heures s'il est positif. L'IHU a une mission d'enseignement. Il dispose d'infrastructures, un amphithéâtre, 8 salles de cours. Depuis sa création, il a accueilli plus de 1000 stagiaires, notamment des étudiants en Master 2 et en thèse de sciences. 70% de ces étudiants viennent des pays du Sud. L'IHU les soutient financièrement via des gratifications ou bourses. L'IHU a développé 36 brevets et a permis la création de 7 startups dans le domaine du diagnostic, du traitement et de la prévention. Ces startups emploient une vingtaine de personnes et l'IHU en possède 5%. Par exemple, Pocramé développe une borne pour effectuer l'ensemble du diagnostic de la maladie infectieuse en milieu isolé. Soutenu par la DGA et l'armée, Gene & Greentech développe un spray pour décontaminer les armes chimiques de guerre comme le sarin, récemment utilisé en Syrie. Elle développe aussi des pansements antibactériens pour les soldats blessés. Arthrobac développe un médicament pour éradiquer efficacement les poux. Afin de développer nos produits, nous avons souhaité nous rapprocher au plus près d'un environnement médico-scientifique qui nous permet de développer nos solutions en étant au plus près du patient et des soignants, de façon à pouvoir vérifier la pertinence de nos développements dans un environnement réel. Il y a peu d'endroits dans lesquels il y a tout le monde à la fois, et donc ici on peut tout faire. Nous, on est là pour la réalité et pour la découverte. Voilà l'environnement du professeur Raoult, la base de la vie, que c'est costaud, sont bonnes affaires. Hein. C'est pas un petit truc simple, facile. Des fois, quand on nous écoute sur le truc, et moi, ça semble moins intéressant de faire profit azote de ça. Mais dans le monde scientifique, on a quand même pas mal de maillage quand même là-dedans. Et Mivan mène azote justement du côté du Sénat, où ça, il fut un temps, l'avait ce maladie, la maladie. Là-dessus et écoute bien le reportage, tu vas voir et comment Banat il fait dans cette époque-là. Banat accuse certains peuples d'apporter justement ce maladie-là là-bas sur côté des autres pays, la France là-bas. Nous écoute ça tout de suite. Il y a un siècle, une nouvelle épidémie était annoncée. C'est au Sénat que le gouvernement était interpellé sur sa politique de santé.
En effet, il y a 100 ans, jour pour jour, eh bien, dans l'hémicycle du Sénat, Adrien Gaudin de Vilaine, sénateur de la Manche, interpelle le gouvernement. Adrien Gaudin de Vilaine, c'est un royaliste. Il siège à l'extrême droite de l'hémicycle sénatorial. Il a toujours été un ennemi de la République qu'il trouvait beaucoup trop molle. Eh bien, là, il a l'occasion de l'interpeller parce qu'une grande inquiétude s'est manifestée dans le pays depuis quelques semaines. On signale un mal mystérieux, meurtrier, qui tue très vite des gens en pleine santé, voire des enfants, et qu'on a baptisé la maladie numéro 9, tout simplement parce qu'elle s'est déclarée pour la première fois, elle a été identifiée en tout cas dans le pavillon numéro 9 d'un hôpital de la banlieue de Paris. Assez vite, les médecins comprennent de quoi il s'agit, mais on garde ce nom de maladie numéro 9 pour ne pas affoler la population, car la maladie numéro 9 en 1920, c'est tout simplement une résurgence de la peste bubonique. La terrible peste, le spectre bleu, cette peste qui avait tué un tiers de la population de l'Europe au XIVe siècle, qui avait tué la moitié de la population de Marseille en 1720, la peste est de retour dans la France de 1920. Et bien sûr, le sénateur Gaudin de Vilaine trouve que le gouvernement ne prend pas assez de précautions et beaucoup trop négligent. Alors, tout le monde le sait, ce qui donne la peste, ce sont les puces des rats. Et au lendemain de la Grande Guerre, eh bien, le trafic maritime a repris. Des rats venus de régions où la peste est endémique sont arrivés en France et leurs puces ont transmis la maladie à des enfants qui jouaient sur les quais. Ça, on le saura plus tard. Mais Gaudin de Vilaine, lui, trouve une autre explication. Pour lui, l'origine de la peste, ce sont ces réfugiés venus d'Orient, dit-il. Il est allé dans le 4e arrondissement de Paris, où il a vu des gens, dit-il, aux guenilles hétéroclites. En fait, ce sont tous les Juifs qui se sont réfugiés en France, venus de Russie, de Pologne, des Balkans, des zones qui évidemment sont en pleine révolution à cette époque-là. Eh bien, lui les désigne comme véritablement les agents propagateurs de la peste en France, et il demande au gouvernement de fermer immédiatement les frontières. Et que lui répondra le gouvernement ? Le gouvernement est représenté par le ministre de l'Hygiène, Jules-Louis Breton. Alors lui, c'est un républicain qui vient même du socialisme, même s'il s'est un petit peu assagi. Lui ne veut pas polémiquer sur ce plan-là. Et puis le discours antisémite est relativement banal à l'époque. Donc il renvoie sur les questions de frontières à ses collègues de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Et lui, qui est un scientifique, c'est même un inventeur. Il est finalement le premier aussi de nos ministres de la Recherche, en même temps qu'il est le premier de nos ministres de la Santé. Eh bien, il explique que son problème à lui, c'est la dépopulation des rats. Il veut lutter contre la propagation de la maladie de manière rationnelle et scientifique. Il a juste un petit problème, c'est que le ministère de l'Hygiène, qui est l'ancêtre de notre ministère de la Santé, figurez-vous qu'il a été créé en 1920. Il n'y avait pas en France de ministère de la Santé ou de l'hygiène avant 1920. C'est-à-dire que c'est un ministère qui vient de se créer avec de tout petits budgets, qui n'a même pas encore de services départementaux. Alors, il crée à toute allure des services départementaux, mais comme c'est un homme astucieux, je vous l'ai dit, un inventeur, il a une idée géniale, il crée une équipe mobile. Et chaque fois qu'on signale un cas dans un hôpital, il envoie cette équipe mobile pour isoler complètement le malade, pour le traiter, pour éviter eh bien, que l'épidémie se répande. Ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'il n'y aura que quelques cas de cette maladie numéro 9, c'est-à-dire de la peste bubonique dans la France de 1920. L'épidémie ne va pas se déclencher, la maladie va être limitée et notre ministre de la Santé par anticipation, Jules-Louis Breton, eh bien, va poursuivre une très très brillante carrière. À la fin de sa vie, il sera complètement paralysé et restant toujours cet inventeur astucieux qu'il est depuis très longtemps, il va mettre au point les premiers systèmes de téléguidage pour pouvoir rester autonome. Et tout cela, nous l'avons tous oublié. Heureusement que les historiens comme vous nous le rappellent. Merci infiniment, Bruno, pour cette nouvelle plongée dans l'histoire. Voilà, donc nous va revenir avec l'actualité. Déjà à cette époque-là, là t'es ramassement, donc t'es accusé, t'es dit n'importe quoi dessus dans le Sénat là-bas, donc dans l'Assemblée. Il disait que c'était les Juifs qui ramenaient justement ce maladie-là, alors que n'était pas vrai, c'était les rats, les puces des rats. Jusqu'à présent, comme nous, c'est pour ça aussi, les gens n'ont plus trop confiance non plus. Depuis des années, ils ramassent un peu trop menteur dans ces histoires-là. Et ce qui arrive, c'est que
le virus, les virus, tout ça là, y arrive au fur et à mesure. Nous va parler aujourd'hui des affaires de musées régionaux. Alors, musées régionaux, Didier Robert, il abandonne ses poursuites contre le quotidien. Il avait attaqué le quotidien de la Réunion pour diffamation, propos mensongers. Il a dit, et donc Didier Robert a finalement abandonné les poursuites du 3 décembre 2020. Son avocat l'a annoncé ce désistement au cours de l'audience judiciaire de Saint-Denis. Alors, procédure de justice, ça y fait par rapport à une information qui a été dit dans le quotidien du 7 décembre 2018. Dans cet article-là, il était question d'un montant de 11 870 € qu'il aura empoché justement dans l'histoire de la SPL de la Réunion. C'est une affaire, elle a été les affaires étaient abandonnées alors, donc on verra la suite que ça n'en a là-dessous, comme dit truc d'une affaire là-dessous. Encore 1 million 500 000 personnes que les menacés de la famine là-bas à Madagascar. Ils accusent le gouvernement, comme d'habitude, d'inaction qui fait pas rien du tout là-dessus. Donc, nous avons vu pendant ces 3 ans quasiment de suite à Madagascar, il y a des gros problèmes de famine, alors que le gouvernement, il bouge pas le petit doigt, il attend toujours les aides qui sortent en dehors, et le monde n'est pas trop content là-dedans, donc il pose un gros problème là-dessus. Et ce qui est un peu malheureux, c'est que les gens là-bas, d'après la presse, les gens ils nourrissent azote avec l'argile, tamarin, manioc, et le riz il est devenu un denrée assez rare. Nous avons aussi la solidarité internationale qui a été mise en place pour Madagascar, pour fournir un colis alimentaire. Tout ça là, mais est-ce que ça va tenir? Tout le monde dit écoute, ça va pas aider un pays au maximum prendre la place du gouvernement. Donc ça c'est d'après le programme alimentaire des Nations Unies qui dit à nous ça aussi, qui dit que aujourd'hui plus d'1 500 000 personnes, dont la moitié de la population a besoin d'une assistance d'urgence. Les déjà 6h22, les messages va arriver avec quelqu'un qui parlait à moi là tout à l'heure là, m'a ouvert le message pendant le reportage. C'était Viviane de Sainte-Marie qui disait à moi, est-ce qu'il peut parler un petit peu de violence faite aux bonnes madame. Donc on essaye quand même petites affaires à partir de lundi, puisque c'est le week-end et le temps il file vite. Et puis le numéro que l'avait appelé à moi la STA là, un peu trop tard pour passer en direct, donc ne va pas savoir en direct plus tard. 67 97 là, désolé, Amiguera pas répondre à vous puisque le temps il file vite. Et puis nous une autre personne que l'appelle à moi 97 86, donc un petit peu trop tard, il est déjà 6h23, me doit rendre l'antenne 25, 26, comme ça là, donc essaye de rappeler à moi un petit peu plus bonheur. Quand je me lance le premier reportage, je vais à 10 comme ça, quand je essaye d'appeler, à ce moment-là, on cause un petit bout ensemble, et après on passe les autres en direct, les moins compliqués que là. Parce que là, comme il passe les autres en direct, le système, c'est que nous ça causé jusqu'à au moins 5 minutes des fois, et le problème, c'est que mon dallon là-bas, technicien de l'autre côté là-bas, dit maintenant l'émission est suivie. Bon, voilà le système. Comment il se passe? Nous va passer au causement de Moon aujourd'hui. Bon voisin, cousin germain, mauvais voisin, Pinaise Morpin. Mais ça, c'est un causement là. Longtemps, ça y est, a été dit. Voilà, quand on est un bon voisin, il est comme de cousin, comme un peu comme la famille, ou cause un peu vague, mais quand on est un mauvais voisin, il est pareil Pinaise, Pinaise, connaît comment il était, Pinaise, dans le temps longtemps, t'es dans le matelas de Moon, dans le linge de Moon, tout ça là, dans le lit en paillasse Gouni, il y avait la paille maïs, paille, je sais pas quoi dedans là, là-dedans, il y avait bon peu Pinaise, alors donc, il était pas agréable du tout. Pinaise Morpin, voilà, le Pinaise Morpin, je veux dire qu'il mord le chien, donc, le mot réunionnais, Kazan, c'est un mot clé assez longtemps, fait le gaillard, fait le casan, fait le dentelle, tout ça là. Là, en gros, les affaires. Mais il dépend, comme il disait à chaque fois, le contexte que le mot est utilisé dedans, parce que si ça fait le casan devant un boucle plus costaud que vous, peut gagner le coup. Si ça fait le casan pour faire dentelle, pour faire le joli, c'est autre chose. Là, ça drague, ça fait autre chose. Voilà. Le mot casan, pour mon signification, moi, comme on m'a appris, sinon ça, après, il y en a d'autres,
n'a d'autres significations, d'autres suivant les circonstances que les utiliser. Nous va passer à la météo avec un temps quasiment ensoleillé ce matin, ce côté de la côte, quelques nuages dans les hauts, les prévus. L'après-midi sera couvert, ensemble la pluie sur la plaine des Palmistes. Là-bas, on aura un peu de pluie normalement, les prévus dans la météo. Et puis sur le côté de Mayotte, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Et puis du côté de l'île Maurice, on aura un temps couvert le matin comme l'après-midi. Et moi, me dirais, c'est un temps de saison. Me remercie Azote d'avoir suivi ce journal. Me donne Azote, bien sûr, rendez-vous lundi matin, tous les lundis matin pour lundi au vendredi matin, 6h, 6h25, comme Banadi, si bon Dieu n'a pitié, pour nous faire nous te causer la réunion. Et me retrouve Azote dimanche matin, si tu veux craser un petit peu, mettre pas de 3 morceaux, faire plaisir à Azote, bonne famille, bonnes amis, tout ça là, Zoti appelle à nous au même numéro. C'est dimanche matin entre 10h et midi. Mis Azote, tiens, beau serré, largue pas, bon week-end Azote, n'y en trouve.